d'avoir répondu à cette invitation un week-end. J'espère être bref, répondre en toute franchise et brièvement. Évoque des fraudes massives qu'elle n'a jamais été en mesure de prouver. Le gouvernement du Burundi a toujours fait montre de transparence dans la conduction, je l'ai dit en anglais, dans la conduite du processus électoral. Le président Nkurunziza a formellement demandé aux partenaires du Burundi, aux amis du Burundi, à la région, aux Nations Unies, à l'Union africaine, d'accompagner le Burundi avant, pendant et après les élections. Les acteurs politiques ne s'étaient pas préparés pour les élections de 2015 plutôt. En guise d'exemple, je retrace ici quelques faits marquant le récent parcours d'un des politiciens de l'opposition. Je vais prendre M. Alexis Sindoïdje comme exemple. Il est président du MSD et la semaine dernière, il passait sur France 24 comme faisant partie des promoteurs d'un conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'état de droit au Burundi. Fin 2012, au mois de novembre, M. Alexis Sindoïdje a donné une interview au journal Iwachu. À la question de savoir s'il pensait à 2015, M. Sindoïdje a dit, je cite, « 2015 ne peut pas être dans le schéma des perspectives politiques au Burundi. » Et d'ajouter qu'à son humble avis, sauf s'il y a miracle, nous sommes embarqués dans un processus révolutionnaire d'au moins 3 ans, et donc pas de place pour les élections. Et là, on était fin 2012. Du Congo, derrière certaines forces négatives. Le 8 mars 2014, le même Sindoïdje a organisé un mouvement insurrectionnel quand des jeunes, sous l'emprise de la drogue, ont pris en otage des agents de sécurité, la police, les hommes des armées, etc. La communauté internationale a condamné, certes, mais on comprend déjà qu'il y avait une certaine démarche violente de la part de ce politicien de l'opposition. Fin 2014, M. Sindoïdje a tenu plusieurs séances de formation à Kampala, comme nous l'a révélé la presse, à l'endroit des jeunes leaders de l'ADC Ikibiri, pour, nous a-t-on dit, leur apprendre les techniques de soulèvement. Et début 2015, une attaque armée à Chibitoke. Nous en avons entendu parler. Et ce groupe a été défait, mais il avait comme objectif, selon les documents saisis, de perturber le processus électoral au Burundi. Fin avril 2014, des manifestations violentes ont éclaté au Burundi et sont devenues très intenses dans certains quartiers, surtout le fief du MSD, du même Alexis Sindoïdje, comme à Musaga, à Chibitoke, à Ngagara, à Nyakabiga, à Mutakura. Le Burundi vient de subir une autre attaque armée qui a été vite étouffée et plusieurs armes saisies. Plus de 250 jeunes ont été arrêtés ou se sont rendus. Et parmi eux, des enfants soldats. Curieusement, la plupart de ces jeunes viennent de ces quartiers contestataires et ont subi une formation de quelques semaines avant d'être largués sur le champ de bataille. Et la revendication de cette attaque a été faite, certes par le général Léonard Ngendakumana, l'un des putschistes du 13 mai dernier, mais cette attaque a aussi été endossée par le même Alexis Sindoïdje via France 24. Cet exemple pris au hasard démontre donc que l'opposition burundaise ne s'était point préparée pour les élections, mais plutôt s'organiser depuis très longtemps à perturber le processus électoral. Si certains partis politiques n'ont pas organisé des meetings, c'est principalement par souci financier.
Ils évoquent alors des prétextes fallacieux comme insécurité, alors que tout le monde sait très bien qu'une campagne électorale demande des moyens financiers colossaux. Ils ont alors adopté un autre style de battre campagne, le porte-à-porte. Depuis 2011, l'opposition disait, par exemple, à qui voulait l'entendre, qu'elle présentera en 2015 un candidat unique. Et combien de candidats avons-nous aujourd'hui? L'opposition n'a pas été en mesure de pouvoir s'aligner derrière une candidature unique, mais continue à blâmer le pouvoir de la diviser, alors qu'elle-même, elle est complètement divisée. Sur mon compte Twitter, très tôt ce matin, j'ai soulevé un certain nombre de questionnements que je ne pourrais peut-être pas développer entièrement. Mais j'accuse formellement l'Union européenne de rester silencieuse face à l'armement des jeunes et aux attaques armées contre le Burundi. Tous les médias ont fait écho d'une rébellion qui a attaqué le Burundi et ont fait intervenir des acteurs qui en ont revendiqué la paternité. Le Burundi a été à plusieurs reprises durant ces derniers mois endeuillé par d'attaques à la grenade. D'innocentes personnes, des mamans, des commerçantes de fruits ont perdu la vie, ont succombé face à ce terrorisme sans nom. Sur la chaîne kenyane KTN, le général Léonard Ngendakumana, l'un des putschistes du 13 mai dernier, en a revendiqué la responsabilité. Y aurait-il eu une quelconque condamnation de la part de l'Union européenne? Le Parlement européen s'est-il réuni et a-t-il sorti une résolution quelconque? Parmi les rebelles arrêtés et d'autres qui se sont rendus la semaine dernière au Burundi, il y a une quarantaine d'enfants soldats. Auriez-vous entendu ou lu une quelconque déclaration de l'Union européenne? Que signifie ce silence de la part de ceux qui se réclament être des défenseurs des droits de la personne humaine, en l'occurrence l'Union européenne? Et pourquoi, une autre interrogation que j'ai soulevée aujourd'hui, et pourquoi la présidentielle au 21 juillet? Parce que ceux que j'ai rencontrés aux affaires étrangères et à l'Union européenne condamnaient le Burundi de n'avoir pas respecté la date du 30 juillet telle que proposée ou décidée par le dernier sommet de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Eh bien, il est utile de se remémorer aussi les conclusions des sommets du 13 mai et du 31 mai de la même communauté. Toutes ces conclusions rappelaient ou recommandaient que les délais limites constitutionnels ne soient pas dépassés. Qu'il pouvait y avoir report d'élections, mais dans la fourchette prévue par la loi, la constitution burundaise. Ainsi donc, le gouvernement du Burundi ne pouvait pas placer l'élection présidentielle au 30 juillet parce que, selon l'article 103 de la Constitution de la République du Burundi, l'élection du président de la République a lieu un mois au moins et 2 mois au plus avant l'expiration du mandat du président de la République. Or, le président actuel a prêté serment le 26 août 2010. Ce qui veut dire que 2 mois au plus, c'était le 26 juin 2015, et 1 mois au moins, c'est le 26 juillet. Si nous sommes d'accord qu'il faut quelques jours pour le dépouillement, la compilation, la proclamation des résultats provisoires, et qu'il faut aussi prévoir un temps de recours tout en programmant un éventuel 2e tour, on comprend bien que le gouvernement ne pourrait pas courir le risque de placer la première élection présidentielle ni le 26 juillet, ni après le 26 juillet. Raison pour laquelle, pour se donner une marge de manœuvre, le gouvernement devrait placer l'élection présidentielle nécessairement quelques jours avant le 26 juillet. Aussi, il y a
l'élection sénatoriale. L'élection sénatoriale est prévue déjà sur le calendrier électoral au 24 juillet. Et selon le code électoral, l'article 1er qui montre la chronologie des élections, des scrutins, eh bien, l'élection sénatoriale vient nécessairement après l'élection présidentielle. Comme l'élection sénatoriale était déjà prévue pour le 24 juillet, on ne peut pas techniquement, légalement, juridiquement placer l'élection présidentielle après le 24 juillet. On devait la placer avant le 24 juillet et tout en tenant compte des 2 jours de compilation, de publication de résultats, etc. Donc, la CENI a choisi la date du 21 juillet et l'EAC n'y trouve aucune objection. C'est regrettable que ce soit l'Union européenne ou la Belgique qui y trouve une objection, au moment où les pays de l'EAC n'y trouvent aucune objection, comprennent que le Burundi, c'est un État souverain qui doit être respectueux avant tout de sa propre constitution. Une autre interrogation que j'ai rencontrée en Belgique, on parle de hauts cadres du CNDD-FDD qui font défection. On parle du deuxième vice-président de la République, du président de l'Assemblée, et on dit, voilà, ça chauffe au Burundi. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, en effet. Mais j'ai quelques interrogations. Le président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'il faisait défection le 28 juin dernier par la voix de France 24. Le lendemain, le 29, il y avait une élection législative qui était prévue. Je m'interroge, comment un député, président de l'Assemblée nationale, qui arrive à terme de son mandat au dernier jour, et qui sait bien que le lendemain, il y a un remplacement de la même Assemblée nationale, peut dire « je fais défection ». Alors qu'il a fait passer toutes les lois, même les plus contestées, même les plus difficiles, même le remplacement des 2 personnes de la CENI qui avaient fait défection, alors que les gens croyaient que l'Assemblée nationale n'allait pas réunir le quorum voulu, nécessaire pour le remplacement de ces membres de la CENI. Mais en fin de compte, un président de l'Assemblée nationale qui vaillamment a tout fait et qui termine, et qui s'en va avec ordre de mission, frais de mission, protocole, sourire très large, et qui dit voilà, je fais défection. Comment un deuxième vice-président de la République qui participe à son dernier conseil des ministres de cette législature, qui a contresigné tous les décrets nécessaires pour le bon fonctionnement des institutions, qui a tout fini et qui part avec protocole, sécurité, ordre de mission, frais de mission, tout ça, et qui a déjà empoché tous les traitements qu'il faut, allocation, tout, et qui dit « je fais défection ». Je m'inscris en faux contre cette tricherie. Je m'inscris en faux contre ce qu'a annoncé France 24, qu'ils sont exilés en Belgique. Ils ont une double nationalité. Ils sont à la fois burundais et belges. On ne peut pas s'exiler chez lui. Imbonerakure. C'est le refrain qui revient. Imbonerakure armée, Imbonerakure une milice du parti au pouvoir, qui intimide, qui tue, qui viole, qui porte des armes. J'ai posé une question. Chaque fois qu'on parle des Imbonerakure, aucune personne, aucune organisation locale au Burundi ou internationale n'a été en mesure d'apporter la moindre preuve d'Imbonerakure armée, d'une cinquantaine ou d'une centaine, de 200, d'un millier de jeunes qui porteraient des armes. Mais chaque fois qu'il y a des fouilles, perquisitions, chaque fois qu'on découvre des caches d'armes, on trouve malheureusement que c'est des armes des gens de l'opposition. Chaque fois qu'on arrête des gens, on trouve qu'ils sont tous de l'opposition. L'exemple le plus récent, la semaine passée à Muyinga, on a découvert une cache d'armes, maintenant c'est près d'une centaine, et tous ceux qui ont été arrêtés
appartiennent à la coalition Amizero Yabarundi, dirigée par M. Agathon Rwasa. Et ceux qui ont été arrêtés, qui faisaient partie de la rébellion qui attaquait Kayanza et Chibitoke, et ils sont pour la plupart des gens du MSD, des gens de l'UPD, etc. Et on se demande pourquoi est-ce que la communauté internationale, la presse internationale ne peut jamais faire écho de ça, autant qu'on fait écho de ce qu'on avance comme une milice Imbonerakure armée, puisque jusqu'à ce jour, aucune personne n'a pu apporter la moindre preuve de ces armes détenues par ces jeunes. En conclusion, beaucoup se dit sur le Burundi, mais est-ce réellement la réalité sur le terrain? J'invite la presse étrangère à s'informer davantage plutôt que de se baser sur ce qui circule sur différents blogs ou les positions affichées par certaines organisations sans être nécessairement réelles selon les réalités que nous trouvons sur le terrain au Burundi. Le peuple burundais mérite mieux que cette campagne de médisance qu'il subit actuellement. Je vous remercie pour votre aimable attention.